Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire. C'était une semaine assez calme sur les marchés, ce qui en fait aurait pu être prévu parce que c'était Thanksgiving aux États-Unis, donc pas mal d'opérateurs professionnels qui prennent un long week-end. Et puis évidemment les marchés fermés le jeudi et ouverts seulement le vendredi matin. Donc semaine relativement calme. En revanche, la semaine à venir, je m'attends à toute autre chose. Et donc j'en parle dans cette vidéo. On passe en revue ensemble les mêmes actifs que la semaine dernière. Et j'ai ajouté aussi le suivi sur 3 positions sur lesquelles j'avais mis des stop loss pour voir un petit peu ce que ça a donné. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Alors sur le S&P 500, je vous avais dit que je m'attendais à un rebond. On a bien eu le rebond, mais disons plus fort que prévu. Donc là, c'était une zone d'achat, donc c'était le lundi, pour couvrir, moi j'avais dit je couvre mes positions vendeuses. Et j'ai une zone d'objectif pertinente là. Donc on a bien eu ces 2 jours-là, et malheureusement, entre guillemets, pour le scénario vendeur, ça a continué le mercredi avec l'ouverture en gap haussier, et le vendredi, puisque jeudi était fermé, le vendredi à la hausse. Donc j'avais pris mes bénéfices sur mes couvertures acheteuses sur ce niveau, ce qui fait que là je suis plus couvert sur mes puts, et donc concrètement je suis en moins-value sur mes puts. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait, enfin qu'est-ce que je pense pour la suite. Euh, donc évidemment graphiquement, techniquement, c'est les risques sont vraiment très importants qu'on aille chercher les niveaux suivants. Mais par rapport à mon hypothèse globale d'une chute un petit peu plus forte avant un rebond, même si le mois de décembre est souvent haussier, en même temps, l'année a été déjà très belle. On n'a pas eu de consolidation en septembre-octobre, et on a des opérateurs professionnels qui vont peut-être vouloir profiter de ce rebond pour encore prendre des bénéfices, des plus-values à bon compte, et clôturer, entre guillemets, sécuriser l'année comme ça pour eux. Moi, c'est ce que je joue. C'est un petit peu, c'est potentiellement un peu dangereux, mais en tout cas, voilà, j'assume mon risque. Et tant qu'on ne clôture pas, je n'exclus pas le fait qu'on aille chercher cette semaine des points plus hauts, mais s'il y a une grosse réaction de rejet, à ce moment-là, ça confirmera le fait que on est peut-être allé sortir les vendeurs à découvert qui ont des stops au-dessus, mais qu'on peut bien avoir une autre jambe de baisse. Au niveau du RSI en journalier, ce qui me rassure un petit peu pour l'instant, c'est qu'on n'est pas allé chercher au-dessus de la zone des 60, qui est souvent une zone d'accélération. En même temps, vu qu'on partait de bas, on a quand même fait une très belle semaine de hausse entre le plus haut et le plus bas. On est à plus de, non pardon, je suis pas sur le bon jour. Faut que je commence le lundi. Au cours d'ouverture, c'est quasiment le plus bas. Le cours de clôture, c'est quasiment le plus haut. On est sur une semaine à 3,23% sur le S&P 500, donc c'est important. Donc bon, ça en journalier, si on va plus haut, ça va être cassé tout de suite. Et surtout quand même en hebdomadaire, ça pourrait ici correspondre. On avait vu qu'il y avait une divergence baissière. Euh, on voit aussi que la bougie qui va sortir de l'analyse, c'est celle-ci, et que la suivante va faire mécaniquement augmenter le RSI. Donc on va être proche de la résistance. Euh, et en fin de semaine, alors je pense qu'en cours de semaine, on risque de tester ce niveau de RSI. Et il faudra voir en fin de semaine où on est, et surtout au niveau des prix, si on a clôturé, où est-ce qu'on clôture. Mais je m'attends pas, enfin, je vais être observateur lundi. Bon, là, j'ai pas regardé le calendrier économique, mais il faut voir les événements qui viennent. Euh, je vais être observateur, euh, mais je vends pas dans la précipitation mes positions vendeuses. Voilà, c'est juste que le scénario n'est pas idéal par rapport à ce que j'espérais, avec un reflux sous ce niveau qui me semblait important. C'est pas le cas, donc maintenant j'attends de voir ce qui se passe ensuite, mais je remets pas en question mon scénario pour l'instant. Pour que je le remette en question, il faudrait qu'on clôture au-dessus, et en plus qu'on confirme qu'il faudrait être très patient, parce que il faudrait qu'on confirme la semaine suivante. Parce que si la semaine suivante on vient clôturer de nouveau en dessous, ça invalide la cassure. Voilà, donc là on en a pour 2 semaines, sauf si tout simplement on a une belle semaine de baisse cette semaine, et à ce moment-là, très bien, c'est qui pourrait idéalement invalider cette bougie. Et dans ce cas-là, on pourrait continuer à jouer le scénario. Ceux qui ont déjà des puts, on les garde, et ensuite on les renforce, comme on avait dit,
avec une clôture sous ce niveau. Voilà pour le S&P 500. Le DAX maintenant, lui il a été un peu plus sympa avec moi. Les niveaux ont été vraiment bien respectés. Donc j'avais dit je prends donc le lundi des achats parce que je joue le fait que cette zone va tenir et je mets un stop un peu plus en dessous. Donc je prends des petits achats avec un très gros levier pour couvrir mes ventes. Donc lundi, journée un peu neutre. Mardi, belle accélération. Mercredi, ça c'est magnifique, on est venu ouvrir exactement sur le cours de clôture là de cette bougie qui avait ensuite laissé un petit gap ouvert entre les deux. On est venu tester le cours de clôture de la veille et on est reparti à la hausse, chercher exactement, clôturer exactement, donc dans la zone et sous le niveau de résistance ici. Donc ça a bien fonctionné. Ça veut dire que pour moi, on est toujours dans ce scénario d'un rebond temporaire et que je vais là j'ai vendu donc mes couvertures sur ce niveau, mes calls et je vais pouvoir renforcer avec des ventes lundi en fonction de ce que fait le marché. Mais si on vient par exemple tester la zone haute de vendredi et que je vois qu'on reflue, là j'hésiterai pas, voire même je prendrai des petites ventes ici avec un stop serré, etc. Donc, je pense que vous commencez à comprendre comment je fonctionne. J'essaie de prendre des achats ou des ventes sur des niveaux à partir desquels je peux placer des stops serrés pour que le ratio rendement-risque soit vraiment très très en ma faveur, quoi. Que si si je risque 1, je peux gagner 10. Sur ce genre de choses à court terme, c'est ce qu'on vise. Donc pour le DAX, voilà, rien de neuf, à part que donc je vise un retour. Si maintenant, évidemment, le marché me donne tort, bah, là, ça veut dire que si on accélère au-dessus de ce niveau et que j'ai pris une vente, bah, je serai coupé rapidement. Et ça veut dire qu'on risque de retourner voir le niveau suivant. Et en revanche, à ce moment-là, sur mes positions vendeuses, il faudra voir exactement à quel prix je les ai achetées, tout ça. Peut-être que je mettrai des stops loss à 0 pour ne pas perdre sur mes positions vendeuses. Donc là, j'ai pas regardé exactement, mais c'est comme ça que je vais faire. Je vais pas m'entêter si le marché me donne tort à dire bah non, il faut que ça baisse, il faut que ça baisse. Non, si ça baisse pas et que ça continue à augmenter, ok, je coupe. Et puis là, en revanche, ça sera un niveau, de nouveau, un niveau de vente, à mon avis. Voilà, sur le CAC 40 maintenant, ça va être très rapide. Là, on est sur une vue hebdomadaire. On voit qu'il se passe rien ou pas grand-chose. C'est une partie de ping-pong depuis 4 semaines. Ça vend, on rachète, on revend, on rachète. On a quand même des mèches là qui piègent qui prennent tous les stops. Bon, le CAC, c'est clairement un indice que j'aime pas trader en tant qu'indice. Alors, vous avez des mèches hautes aussi parce que c'est mon erreur. On n'est pas sur l'indice, on est sur le CFD, donc qui cote comme les futurs, mais avec le prix du cash. Comment dire? On a beaucoup plus de volatilité puisque on a les échanges avant l'ouverture de marché et on a les échanges après la fermeture de marché. Donc les niveaux sont pas les mêmes que sur l'indice lui-même. Les mouvements évidemment sont exactement les mêmes, mais on n'a pas les mêmes cours d'ouverture de clôture et on a potentiellement un peu plus de mèches. Mais ça ne change rien à l'approche et à la philosophie. Sur le CAC, moi, je cherche des valeurs. Sur les valeurs françaises, je les prends une par une. Mais en général, je ne prends pas de position sur l'indice. Je trouve que le DAX est plus intéressant, que le S&P est beaucoup plus. Alors, il est difficile aussi le S&P, mais il est intéressant pour d'autres raisons. Quand on prend des produits spéculatifs, notamment des options, où là, c'est vraiment le meilleur marché entre guillemets à tous les sens du terme parce que bah il y a tellement d'offres et de demandes que les spreads sur options sont très très faibles, contrairement aux spreads sur le CAC, sur les options CAC. Voilà. Donc si vous voulez trader des options, à mon avis, c'est vraiment sur le S&P qu'il faut le faire et pas sur un indice français. Donc voilà pour le CAC, rien de plus à dire, à part que bah, on attend la sortie de cette congestion. On a quand même trois tests. Hein. Donc ça, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois. Un double top, c'est bien. Un triple, c'est rare. Et c'est souvent statistiquement, disons, un signe de continuation haussière. En revanche, si on a un vrai triple top et qu'on reflue là, ça, c'est un signal fort. C'est un signal fort de vente et qui peut du coup être avec une baisse assez puissante et assez violente. Donc on va voir ce que nous dit la suite. 3 tests en hebdomadaire. Bon, mais en plus, même 4. Enfin, là, on avait déjà un petit double top, mais ce double top, il a quand même eu un effet. Et voilà, donc ça, c'est quand même à suivre. Sur l'or maintenant, je vous ai remis un graphique en 4 heures.
La semaine dernière, on avait dit on a cette zone de congestion de laquelle on doit sortir par le haut ou par le bas. Donc on est sorti par le haut et entre-temps j'ai tracé cette diagonale parce que bah, on résistait, on rejetait en dessous et vendredi on a de nouveau cassé. Donc ce que nous dit l'analyse technique, bah, c'est que c'est plutôt une continuation haussière. Donc moi ça m'arrange pas par rapport à mon sentiment, mais là encore il faut regarder les graphes. On voit qu'on avait potentiellement ici, j'espérais un rejet parce qu'on avait une résistance et qu'on a eu vraiment une compression de la volatilité. Sauf qu'on n'a pas rejeté en bas, on a cassé en haut, on a retesté et on est reparti. Donc j'avais donc moi des positions dans les deux sens. J'ai vendu vendredi la moitié de mes calls, donc ici. C'est pas forcément un super niveau. Euh, bon, c'est même un niveau enfin, qui correspond pas à grand chose, mais c'est juste que je me suis dit, comme je n'y crois pas, alors c'est bon, il faut pas, l'analyse technique, c'est pas des croyances, mais quand on le sent pas, il faut pas se forcer non plus. Donc je suis à peu près neutre, avec peut-être un petit peu plus de position vendeuse sur l'or, mais globalement je suis à peu près neutre. Donc si on continue à aller plus haut, bah, probablement que si on vient tester là ce canal hypothétique, hein, j'ai juste reporté l'amplitude de ce canal au-dessus, donc si on vient le tester, probablement que je revendrai la fin de ma position acheteuse et qu'ensuite sur mes positions vendeuses, je mettrai des stop loss un peu plus haut. Voilà. Donc je suis comment dire, on a eu vraiment un très très beau mouvement haussier précédemment. Là, on est en train de consolider. On va voir jusqu'où ça nous mène. Est-ce que ça nous remène sur les plus hauts? Et si on va sur les plus hauts, on aura très probablement euh, une cassure. Enfin, on peut avoir ponctuellement une cassure. On vient chercher des stops et ensuite, si on réintègre, eh ben, c'est plutôt un signal de là, on peut rejouer la baisse. Mais comme on vient d'en bas, si on y va vite, je crois pas trop là encore à une accélération rapide. C'est un peu comme sur le S&P. Enfin, en l'absence de catalyseurs économiques, de nouvelles, voilà, en l'absence de fondamentaux qui pourraient justifier une accélération, je n'y crois pas. Je pense que là, on est dans des mouvements de je sais pas, peut-être de distribution ou peut-être, enfin, je sais il y a beaucoup d'acheteurs sur ce marché et il y a beaucoup de raisons pour que ça monte. Maintenant, moi, je serais beaucoup plus à l'aise si on purgeait complètement, un petit peu comme sur le S&P, et qu'on allait chercher plus bas. Alors, on verra où. Mais de toute façon, là, c'est pas, la faut attendre, c'est pas le chemin que ça prend. Donc là, pour moi, ce n'est que du money management. J'ai vendu un petit peu la moitié de mes calls. Je vais voir, je revendrai. À ce moment-là, si je serai à risque sur mes puts, donc je mettrai un stop loss. Et puis là, dans l'autre, j'aurais fait une opération soit légèrement perdante, soit neutre. J'ai pas à calculer exactement. Mais voilà, sur l'or, j'ai pas de plan pour la semaine. Et, et là, pour le coup, si je dois faire des ventes, enfin si même je dois renforcer, imaginons que ça vienne tester ce canal. Et si je dois renforcer, ça sera vraiment sur des unités de temps courtes où j'attends une figure de retournement, par exemple en 15 minutes, et je mets un stop très serré, voilà, comme d'habitude. Donc pas d'indication majeure, juste de la spéculation là sur l'or. Moi, je serai massivement acheteur. Si jamais on vient chercher plus bas et qu'on stabilise, là, je redeviendrai massivement acheteur. Pour l'instant, c'est juste de la spéculation. Concernant le dollar maintenant, donc on était ici sur ce niveau de résistance qui a tenu, donc un petit reflux, pas de donc aucun changement dans l'analyse. On attend de voir de quel sens ça part, sachant que moi mon hypothèse c'est que le dollar va se renforcer. Et comme je vous ai dit dans une autre vidéo, c'est pas forcément l'hypothèse d'un certain nombre d'analystes, mais pour l'instant je m'en tiens au graphe. Alors sur l'USDN concrètement, je vous avais dit maintenant que j'ai mon biais haussier, je le gère en hebdomadaire et tant qu'on ne clôture pas sous le plus bas hebdomadaire de la précédente semaine, je ne touche pas à mes achats. Donc c'est le cas, je n'ai absolument rien fait ici sur le SDN qui lui-même n'a pas fait grand-chose. Est-ce que en daily on a des indications? On aurait plutôt, ça c'est plutôt, ça serait plutôt une figure quand même de continuation. Donc voilà. En tout cas, je change pas mon scénario, sans oublier que on a des niveaux majeurs et qui correspondent aussi, et ça c'est un petit peu plus embêtant, qui correspondent en général. Alors j'ai plus les niveaux exacts, mais au niveau d'intervention de la banque centrale japonaise.
Donc maintenant, les banques centrales, elles ont aussi leurs limites. Je me rappelle à l'époque du franc suisse où tout le monde achetait l'euro contre le franc suisse en disant la banque centrale ne va défend son niveau et puis elle a fini par céder et puis ça a perdu 20 ou 30% d'un coup. Alors je dis pas du tout que c'est ça qui va se passer avec le yen, mais ce que je dis c'est que ok les banques centrales interviennent maintenant, ils ne peuvent pas indéfiniment défendre leur niveau si le marché fait autrement. Voilà. On va regarder l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, ça a été comme sur le dollar index une semaine calme. On est resté là, je suis en hebdomadaire, on est resté vraiment dans la bougie de la semaine précédente. Donc rien de spécial, mais c'est quand même peut-être le calme avant la tempête. Je dis ça parce que donc entre-temps, j'ai regardé un petit peu les données économiques et il pourrait y avoir quand même, il y a pas mal de catalyseurs en fait pour cette semaine. Là, j'ai mis que les plus importants, 3 étoiles. Et donc lundi, on a l'activité manufacturière avec les PMI et les ISM. Donc ça, voilà, premier élément important. Le soir, on a le discours un discours de Powell de la Fed. Le mardi en Europe, on a des chiffres d'inflation et on a quelques chiffres d'emploi aux États-Unis. Le mercredi, on a de nouveau des chiffres d'emploi. On a de nouveau des PMI, mais cette fois sur le non manufacturier, donc sur les services. On a aussi les inventaires les stocks de pétrole. Le jeudi, on a un petit indicateur d'emploi et le vendredi, un gros indicateur d'emploi encore aux États-Unis. Non, un indicateur d'inflation aux États-Unis. L'emploi, c'était donc Initial Jobless Claim. Ça, c'est les personnes qui demandent, qui vont pointer au chômage pour la première fois. Il me semblait que j'en avais vu un qui me semblait plus important, c'est le ADP, je pense, Non-Farm Payrolls. C'est l'activité non agricole. Mais sur l'emploi, ouais, c'est tout. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est une grosse semaine qui peut vraiment faire bouger tous les marchés et en particulier les devises. Donc là, je serais curieux de voir comment on finit la semaine. Évidemment, si on casse à la baisse, bon, bah, clairement, le premier niveau d'objectif, c'est 1,13,9. Et si on casse, bah, voilà, c'est le suivant vers 1,11,6, 1,11,7. Et à contrario, si le dollar baisse et donc que l'euro se renforce, on retourne vers les niveaux supérieurs. Donc moi, j'ai pas changé mon biais, mais cette semaine, on va voir ce que les marchés vont faire et je m'attends en tout cas potentiellement à un gros mouvement. Je serais surpris qu'on reste dans ce niveau de range avec tous les chiffres qu'on va avoir. Concernant les cryptos maintenant, donc petite semaine, je vous avais dit, ça c'est plutôt un niveau de résistance, donc je ne vais pas m'amuser à vendre, mais j'ai pas non plus envie d'acheter dans ce contexte. Et si jamais on rebondit fort vers ici, je prendrai une petite vente. On a rebondi, pas fort, donc j'ai absolument rien fait. Je m'attends vraiment à des gros mouvements en fait la semaine prochaine suite à l'observation des les statistiques qui vont sortir. Euh, bon voilà, moi c'est mon sentiment, on verra, mais je pense qu'il va y avoir que ça va bouger assez fort. Donc je verrai, je garde la même approche. Si on remonte très haut, là je mettrai un ordre de vente. Je sais pas exactement à quel prix, si c'est 101 000, 102 000, 103 000. Franchement, je sais pas. Il faudra voir un petit peu au jour le jour, mais en tout cas c'est dans cette zone-là entre 101 000 et 103 000. Si on veut utiliser les retracements de Fibonacci, on a quand même une golden zone sur ce dernier mouvement. Donc la golden zone, c'est celle qui est située entre 0,618 et 0,66% de retracement. Donc, alors, ça pourrait être éventuellement un petit point d'entrée, mais on est à 98 000. Bon, là, faudra voir. Ça peut éventuellement être un premier petit point d'entrée short, mais sachant que on peut quand même aller chercher plus haut. Donc, je ne sais pas encore ce que je ferai. Si on baisse, si on retourne ici, je ne pense pas prendre d'achat. Toujours dans mon approche où je pense qu'on va aller chercher plus bas. Donc voilà, c'est le marché qui dira
ce qu'on fait, mais vraiment en petite position parce que volatilité forte, que si je prends à 97 000 et que ça va à 103 000, bon, bah, ça fait 5 000. Donc évidemment, si on a pris 1000, c'est pas grave, ça fait 50 euros. Mais il faut faire attention. Sur l'Ether, c'est exactement le même principe, sauf que l'Ether, je pense que le niveau est trop éloigné. Ouais, 20%, 30%. Donc à mon avis, l'Ether, pour l'instant, moi je ne fais rien. Le XRP, il m'intéresse plus, mais il me fait un peu peur. Lundi, mardi, on a bien monté, pardon, dimanche et lundi, on a monté, donc c'était le cas sur les autres. Les autres ont continué à monter, et le XRP, lui, il a complètement comprimé. Donc là, on a vraiment une zone de grande incertitude et qui probablement prépare un mouvement assez puissant. Quand on voit la contraction de la volatilité, ça peut pas, ça va décaler fortement. Donc le problème, c'est que bon. Moi, je pense qu'on va faire plus 10 ou moins 10. J'ai plutôt un biais acheteur, mais je peux pas me permettre de rentrer sur ce niveau parce que ça peut aller très vite. Donc, je sais pas trop quoi faire sur XRP. En fait, en réalité, j'ai cherché des options parce que c'est le plus intéressant quand on s'attend à une grosse volatilité. Sauf qu'évidemment, bah, les émetteurs d'options, ils prennent pas de risque et que les spreads entre le prix, le cours acheteur, le cours vendeur, il est absolument énorme. Donc c'est ridicule. Enfin c'est voilà, c'est pas rationnel. Et en même temps, ça montre bien l'incertitude qu'il y a et l'anticipation d'un très gros mouvement. Donc c'est tout ce qu'on peut dire à ce stade. Euh, est-ce que voilà, est-ce que lundi, enfin avant les stats, je prends comme moi j'ai plutôt un biais aussi, je prends une petite position sur le bas de cette compression, mais c'est quand même compliqué parce que si on met un stop trop proche, on est quasiment sûr de se faire stopper, et si on met pas de stop, eh ben c'est voilà, le bas ici c'est moins 16%. Je sais pas, donc je suis embêté parce que j'aurais voulu rentrer, mais pour l'instant, il y a trop de risques, à mon avis, de volatilité forte. Donc j'ai pas de plan de trade en fait sur le XRP, malheureusement. Pour terminer cette émission hebdomadaire, je fais un petit suivi par rapport à ma vidéo numéro 2. Je vous avais montré des positions sur lesquelles j'étais entré un petit peu juste sur des questions de valorisation et pas sur des questions enfin sur des paris en fait, parce qu'il n'y avait pas de signaux techniques haussiers et qui étaient à risque et sur lesquels j'avais donc mis des stops. Donc sur Capgemini, je me suis fait stopper, c'est les niveaux orange, sur mon premier stop et ma deuxième position est toujours en cours. Donc je ne fais absolument rien et j'attends que ça remonte. Sur Ipsos, je me suis fait malheureusement stopper 2 positions sur 3, donc il m'en reste quand même une. Donc pareil, je la touche pas. Et sur Sodexo, une position sur les 2. Voilà. Ce sont 3 valeurs qui sont vraiment, en termes de valorisation économique, qui sont vraiment très très sous-cotées. Donc moi, j'y crois toujours. C'est pas des business models révolutionnaires, mais il y a un moment, tout a un prix, et je trouve que c'est vraiment quand même, ça reste les soldes sur ces valeurs. Maintenant, si le marché il baisse, alors on observe quand même un peu de rotation sectorielle, donc, mais si le marché baisse trop, bah, ça va aussi baisser, parce que dans ce cas-là, tout est vendu. Mais c'est des valeurs auxquelles je crois en fond de portefeuille à moyen terme. Moyen terme, ça peut être 6 mois, 1 an. Bon. Il y en a d'autres comme ça que j'ai, dont j'ai pas parlé. Il y a PayPal, par exemple, que je regarde de très près. PayPal, ça pourrait être un gros pari. J'attends que ça baisse encore un peu. J'avais acheté PayPal, j'en ai revendu une partie. J'ai des puts, j'ai des calls, et si ça va plus bas, là, je vous en parlerai parce que je trouve que ça peut être une belle opportunité. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, partagez-la avec les gens de votre entourage qui sont intéressés par l'investissement et le trading. Ça me permettra d'avoir plus d'abonnés et donc d'être plus facilement référencé naturellement sur YouTube. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.